de prendre votre petit déjeuner au palais de la République et de savoir que dans plus de la moitié des villages de votre pays, les gens n'ont pas accès à l'eau à moins de 15 km. Si les gens ne peuvent pas boire, si les gens ne peuvent pas cultiver, est-ce que vous êtes à l'aise de prendre une belle corniche entre le palais et l'aéroport et d'aller chercher une médaille? J'aurais pas fait ça. Mais qu'est-ce que vous aurez peut-être fait de mieux que ce qui se fait dans le plan TACAL, ce plan de relance du secteur de l'énergie? Durant 4 ans, on n'a pas eu une visibilité sur ce qui a été fait par le régime de l'alternance sur cette crise qui a débuté pendant longtemps. Aux affaires, vous, oui. Quelle a été votre idée sur cette affaire-là? La même qu'aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire que nous avons un déficit oui. en production, en l'état actuel de la demande, d'environ 150 mégas. Nous en avons 477, 500 mégas installés. Donc il y a déjà un déficit de production. Ce que j'aurais fait, c'est ce que je ferai si les Sénégalais me choisissent comme 4e président de la République, c'est d'abord assainir. Vous savez, la Sénélec a un personnel exceptionnel, des ingénieurs de très grand niveau. Si on leur laisse la responsabilité pleine et entière de gérer cet outil de production, il fonctionnera. Si il n'y a pas d'influence politique dans cette gestion, cela marchera. Donc, ce que nous avons prévu de faire, c'est d'abord remettre en état le parc de production, améliorer les différentes sources d'énergie, c'est-à-dire utiliser puissamment le gigantesque potentiel d'énergie solaire que le Sénégal a. Par exemple, je prendrai une mesure simple, c'est que tous les édifices publics seront éclairés au solaire, à commencer par le palais présidentiel, les palais du gouvernement et l'ensemble des édifices publics. Le potentiel solaire au maximum. Ensuite, le potentiel hydroélectrique, ce qui nécessite naturellement que sur le plan diplomatique, nous ayons d'excellentes relations avec nos voisins, ce qui n'est malheureusement pas le cas aujourd'hui sous la gestion du président Wade. Nous devons avoir d'excellentes relations avec nos amis gambiens, avec nos amis guinéens de Conakry, guinéens de Bissau et nos amis de Mauritanie, pour que ce potentiel hydroélectrique soit utilisé au maximum, puisque l'hydroélectricité est la moins chère. Ensuite, nous aurions privatisé cela et amener les investissements nécessaires pour que la production d'énergie soit optimale et soit en phase avec l'évolution que nous souhaitons grandissante de la demande d'énergie, puisque c'est synonyme de développement, c'est synonyme de davantage d'accès à l'éclairage et aux outils modernes de production. Ensuite, nous aurions réaménagé le transport de cette électricité des sites de production vers les sites de consommation, ça aussi étant privatisé, et nous aurions conservé dans l'escarcelle de l'État pour un temps la distribution. D'accord, nous sommes déjà dans votre programme de gouvernement. Je vous interpelle sur ce qu'on peut considérer comme le point nodal. Une région 100 milliards, c'est ce que vous disiez. Absolument. Un mécanisme contesté cependant par certains économistes, dont l'éminent Mamadou Lamine Diallo, qui doute de sa faisabilité. Mais écoutez, il en doute en quoi? Oui. Nous avons le taux de financement de notre économie le plus faible. Oui. Le taux de financement de notre économie est de 19%, là où il est de plus de 60% dans les pays du Maghreb, par exemple, Maroc, Tunisie et autres. Ça veut dire qu'il y a énormément de demandes de financement de projets pourtant rentables qui ne sont pas satisfaites. Moi, j'ai interrogé les Sénégalais. Les Sénégalais, je vous l'ai dit, ils sont certes anxieux. Ils sont certes anxieux pour leur avenir, ils sont anxieux pour leur santé, mais ce sont des entrepreneurs, ce ne sont pas des gens assis, ce sont des gens debout qui cherchent à s'en sortir et qui ne demandent qu'à être accompagnés pour s'en sortir. Le premier souci, c'est de leur trouver de l'activité et cela passe par l'accès
au financement. Au lieu de gaspiller des milliards dans des voyages inutiles, dans des infrastructures de prestige, je préfère les utiliser comme moyen de lever les financements nécessaires au profit de ces femmes et au profit de ces jeunes. Maintenant, si vous me dites, vous logez ça sur la ligne fonds propres ou la ligne dette à long terme, cela ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de mobiliser des ressources suffisantes pour que les projets soient financés. Et cela, c'est totalement possible. D'accord. Au risque d'être une promesse, cette option quand même doit amener des éléments de réponse à des questions. Par exemple, où est-ce que vous allez chercher cet argent? Comment il sera distribué et investissement sur combien de temps? Ça, ce sont des questions auxquelles il faut amener des réponses. Vous savez, c'est dans la logique de ce que j'ai déjà fait. Lorsque nous avons commencé ce programme de décentralisation de la fête nationale d'indépendance, nous avons décidé d'affecter chaque année un fonds spécial pour développer les infrastructures à l'intérieur d'une région, à l'intérieur d'une ville. C'est ça que je vais poursuivre en l'amplifiant. Puisque j'ai croisé beaucoup de Sénégalais qui me disent « Nous allons voter pour vous, puisque nous voulons que vous fassiez chez nous ce que vous avez commencé à Thiès. » Maintenant, c'est pour cela que j'ai décidé de faire ce programme chaque année pour une région, 100 milliards. Mais j'ai décidé que ces 100 milliards seront répartis en deux grands paquets. Un grand paquet pour s'occuper des infrastructures prioritaires, comme celle que je viens d'indiquer, donner l'accès à l'eau, des écoles, des dispensaires, des routes ou des pistes de production pour désenclaver les villages, mais aussi 50 milliards pour accompagner tous les porteurs de projets de la région, en particulier les jeunes et les femmes, surtout que je compte m'appuyer sur l'agriculture comme secteur prioritaire et sur les téléservices où il y a une surabondance de projets non financés. Donc voilà l'esprit qui préside à cette option d'allouer chaque année à une région 100 milliards de francs CFA. D'où est-ce que je vais tirer cet argent-là? De la réduction, voire de l'élimination complète des gaspillages. Moi, je ne vais pas parcourir le monde toutes les demi-secondes à la recherche de médailles. Oui, mais donc les dépenses de voyage, les dépenses de voyage seront extrêmement limitées. Je ne serai pas là à développer des projets de prestige comme des monuments à la gloire d'un homme, de sa femme et de son fils. Je ne ferai pas de projet de prestige entre le palais de la République et l'aéroport. Je m'occuperai des problèmes des Sénégalais. Oui, vous avez donc, dit... nous aurons suffisamment de ressources à allouer aux priorités que les Sénégalais eux-mêmes se sont définis. Vous savez, les Sénégalais, nous les avons interrogés abondamment. Nous avons conduit plusieurs études pour nous préoccuper de leurs attentes. J'ai fait le tour pour les écouter, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, et les réponses sont sans appel. Nous voulons qu'on nous accompagne à nous prendre en charge nous-mêmes. Nous avons des projets, nous sommes entreprenants, nous voulons accéder au financement, nous voulons des emplois pour nos jeunes. Vous avez dit voyage inutile, mais déjà, vous n'êtes pas encore président de la République, mais vous-même, vous voyagez beaucoup. Non, cela n'a strictement rien à voir. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est que je n'aurai aucune difficulté à rassembler les ressources nécessaires pour financer le programme que j'ai indiqué de 100 milliards chaque année par région. 50 milliards alloués aux infrastructures, 50 milliards alloués au financement de l'économie. L'observation à laquelle vous faisiez référence concernant le respectable Mamadou Lamine Diallo est une simple affaire comptable. Ce que je dis, c'est que ces ressources-là seront mobilisées pour lever l'ensemble des autres fonds nécessaires et serviront d'effet de levier pour le financement de notre économie, car nous avons l'un des taux de financement de l'économie le plus faible. Et lui, l'ancien banquier central, le sait. Le taux de financement de notre économie n'est que de 19%, et en comparaison,
dans les pays du Maghreb, vous êtes à plus de 60, 70, 80% de financement de l'économie. Priorité agriculture, dites-vous, mais il sera certainement difficile d'inventer ou de faire mieux que la guana. Je ne parle pas de la mise en œuvre, mais du concept, de la vision. Oui. Vous savez, aujourd'hui, nous dépensons 211 milliards de francs CFA pour acheter du riz. 63 milliards de francs CFA pour acheter du blé. 12 milliards de francs CFA pour acheter du maïs à l'extérieur. Ça fait plus de 300 milliards de francs CFA que nous dépensons à l'extérieur pour nous nourrir. C'est cela qu'il faut corriger. Au même moment, nous avons 240 000 hectares de terres le long du fleuve Sénégal. Nous avons des terres en surabondance et extrêmement fertiles, où même on peut faire pousser des oliviers en Casamance. Ces deux greniers sont non seulement inexploités et inutilisés, mais enclavés. C'est de cela qu'il faut s'occuper. La priorité pour nous sera l'agriculture. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons développer des espaces qu'on appellerait des agrovilles, où des jeunes paysans convenablement formés, équipés, financés, auront en charge l'exploitation d'au moins 1 hectare par exploitant et organisés en coopérative, avec des villes où il est possible de maintenir les jeunes parce que l'ensemble des infrastructures sportives et culturelles y seront également développées. C'est au niveau de l'agriculture seulement qu'il est possible de venir à bout du chômage. Parce que 70% de notre population y travaille, mais 10% seulement de notre PIB en provient. Voilà, l'agriculture sera un secteur totalement prioritaire. Mais quand je dis agriculture, je ne me limite pas seulement à la paysannerie. Je parle de manière générale de la production de nourriture, c'est-à-dire aussi bien agriculture, élevage et pêche, pasteurs, paysans, pêcheurs. Les trois mamelles. Les trois mamelles de notre économie. Naturellement, on ajoutera le tourisme, qui est un secteur malheureusement en déclin, mais qui a un potentiel considérable de relance, surtout lorsque la paix sera revenue en Casamance. Et cette surpriorité de la paix en Casamance obéit à cette logique. Nous sommes à quelques jours du 26 décembre, date anniversaire de la première manifestation qui a déclenché ce conflit. Je souhaite que les générations qui ont vu naître ce conflit-là puissent aussi le voir trouver une solution. En termes de solution à la crise casamançaise, la vôtre se déploie comment? Axée sur l'économie ou... Absolument. Fondamentalement axée sur l'économie. Que les populations de Casamance se rendent compte qu'enfin l'État travaille pour elles. J'ai été le premier ministre à décider de déplacer tout le gouvernement pour aller tenir un conseil interministériel à Ziguinchor. Pour être là-bas, leur montrer que les emplois que nous voulons, c'est pour les jeunes de la région d'abord. Leur montrer que le développement touristique leur profitera d'abord. Ne pas dire on va attendre que la paix vienne pour venir développer. Non, on commence maintenant. Les projets agricoles, nous les poserons. Nous prendrons les dispositions pour les sécuriser, mais nous commençons à développer la région. Nous commençons à désenclaver la région, à nous attaquer à cette voie de contournement, soit par voie ferroviaire ou routière, ou les deux, à mettre des lignes maritimes fonctionnelles entre Dakar et Ziguinchor, des lignes aériennes fonctionnelles entre Dakar et Ziguinchor, poursuivre avec vigueur, avec nos frères et amis gambiens, la construction du pont. Voilà des choses concrètes. Je ne connais pas, moi, de jeunes Casamançais qui ne s'occuperaient pas d'un projet de cette nature-là. Je n'en connais pas qui n'adhéreraient pas à un projet de cette nature-là. Le reste sera pris en charge par ailleurs. Mais en coopération avec nos voisins, Bissau-Guinéens, Gambiens,
et toute la communauté internationale, nous allons d'abord vigoureusement